Aujourd'hui, on va parler des enjeux et des conflits dans le monde à partir de 1989. Cette période qui s'ouvre en 1989 est marquée par le sentiment de l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Ce sont les mots du président américain de l'époque, George Washington Bush. En effet, ce nouvel ordre mondial semble dominer après la chute du mur de Berlin et de l'Union soviétique. La superpuissance américaine aspire à une coopération internationale de plus en plus forte où il jouerait un rôle de gendarme. Le monde est désormais plus bipolaire mais multipolaire. Néanmoins, la croyance de la paix mondiale va très vite disparaître avec l'apparition de nouveaux conflits et de nouveaux enjeux qui vont faire basculer le monde. Les attentats du 11 septembre 2001 incarnent une partie de ces nouveaux conflits et de ces nouveaux enjeux qui vont prendre de l'importance à partir de 1989. En effet, cet épisode va devenir le symbole de l'accroissement du terrorisme islamiste au détriment de la puissance états-unienne de plus en plus remise en cause. Ainsi, nous allons essayer de voir quels sont les nouveaux enjeux et les conflits qui surgissent à partir de 1989, fragilisant le nouvel ordre mondial. Tout d'abord, dans une première partie, nous allons voir l'établissement d'un nouvel ordre mondial avec la fin de la guerre froide où les États-Unis semblent dominer le monde. On peut parler d'une véritable hégémonie américaine à cette période. En effet, après des décennies de conflits entre les États-Unis et l'URSS, 1989 marque la fin de ces conflits avec la chute du mur de Berlin. Désormais, les États-Unis sont les seuls à représenter une telle puissance dans le monde. Ils incarnent bien plus qu'une superpuissance, une hyperpuissance. Désormais, face à l'absence de rivaux, les États-Unis veulent s'imposer comme les gendarmes du monde et sont présents militairement dans le monde entier. Il y a des centaines de bases qui sont déployées aux quatre coins du monde et qui permettent aux États-Unis de contrôler les territoires. Cependant, ce calme va peu à peu disparaître avec le surgissement de nouveaux conflits où les États-Unis vont choisir d'agir selon leurs propres intérêts. Dans les années 90, l'ex-URSS et les États-Unis décident de se retirer de l'Europe de l'Est, permettant l'émergence de nouveaux États indépendants. Ces pays sont alors confrontés à des conflits internes qui vont miner la constitution de nouvelles démocraties. C'est le cas notamment de la Yougoslavie qui entre en conflit interne à partir de 1990. Ces conflits, souvent ethniques et territoriaux, ont laissé de cicatrices profondes dans la région. À ces conflits en Europe de l'Est, il faut ajouter d'autres conflits qui émergent un peu partout dans le monde. En réalité, beaucoup de pays sont le théâtre de guerre à partir de ces années-là et les États-Unis vont choisir d'y intervenir selon leurs propres intérêts. Ils interviennent notamment donc en ex-Yougoslavie, mais seulement à partir de 1992 jusqu'en 1995. Ils interviennent également en Somalie entre 1992 et 1993 à travers l'opération Restore Hope, puis au Kosovo en 1999. Souvent, ces interventions américaines se font avec l'accord de l'ONU, organisation internationale. Néanmoins, avec la diffusion de ces conflits, les États-Unis vont peu à peu s'engager dans ces conflits sans avoir l'accord de l'ONU. C'est le cas notamment pour le Kosovo. Si les États-Unis dominent le monde incontestablement comme une hyperpuissance à partir de 1989, cela ne signifie pas que sa puissance ne sera pas remise en cause durant la période. Au contraire. En effet, les États-Unis, même s'ils sont les principaux bénéficiaires sur le plan économique d'une mondialisation croissante, puisque ce sont les plus grands investisseurs de capitaux dans le monde, vont être peu à peu fragilisés par plusieurs politiques, conduisant inévitablement à une crise financière et économique en 2007, qui va montrer les failles d'un système jusqu'alors dominant. À ces problèmes économiques et financiers s'ajoute la menace terroriste croissante qui semble planer sur les États-Unis. Finalement, avec les attentats du 11 septembre 2001, la menace islamique semble plus vraie que jamais et les États-Unis vont devoir s'engager pour lutter contre cette menace qui va bouleverser le système états-unien. Dans une deuxième partie, on va voir qu'il y a véritablement un renouvellement des tensions et des formes de conflits dans le monde à partir de 1989. En effet,
de nouvelles formes de guerre vont être utilisées et vont se déployer dans le monde entier. On peut d'abord évoquer les guerres asymétriques ou irrégulières. Ce sont des guerres qui opposent une armée régulière, l'armée régulière d'un État, à des armées non conventionnelles, composées le plus souvent de combattants appartenant à une milice, une organisation terroriste ou une organisation indépendantiste. Elles sont souvent ces guerres extrêmement longues puisqu'elles vont utiliser ce qu'on va appeler des zones grises. Ce sont des zones dans les territoires qui ne sont plus du tout sous la domination d'un État. Ce sont des zones totalement incontrôlables et où les milices et les organisations indépendantistes se développent. On peut par exemple citer les guérillas en Colombie, le terrorisme qui se développe au Sahel ou encore la mafia qui va peu à peu se développer dans le triangle d'or d'Asie centrale. En plus des guerres asymétriques et irrégulières, les attentats vont également être utilisés. On a déjà parlé de l'attentat du 11 septembre 2001, mais c'est un événement extrêmement important. Il a été organisé par l'organisation Al-Qaïda et cela va alimenter de nouvelles zones de conflit où les États-Unis vont devoir se déployer. Souvent, lorsqu'elles vont se déployer dans ces territoires, les États-Unis vont s'y enliser et perdre énormément d'argent. Ces guerres vont représenter un véritable gouffre financier pour ce pays. En effet, suite aux attentats du 11 septembre 2001 qui vont conduire à la destruction totale des 2 Twin Towers, le gouvernement Bush va décider d'entreprendre l'intervention en Afghanistan en 2001 avec l'aval de l'ONU, puis l'intervention en Irak en 2003, cette fois-ci sans l'accord de l'ONU. Enfin, cette période est caractérisée par la multiplication des crimes de masse et des génocides. Ces méthodes sont souvent utilisées contre une minorité religieuse ou ethnique et va conduire à la mort systématique de millions de personnes. On peut par exemple citer le génocide rwandais qui va débuter en 1994. Près d'1 million de personnes vont être tuées, soit 15% de la population rwandaise. Pour comprendre cet épisode, il faut savoir que ce pays avait obtenu son indépendance depuis quelques années, en 1960, et cette indépendance avait conduit à le renforcement des tensions entre deux groupes ethniques différents, les Tutsis et les Hutus. En effet, les Hutus, qui avaient jusqu'alors peu de pouvoir, ont obtenu avec l'indépendance de nouvelles fonctions plus élevées et vont vouloir prendre leur revanche sur les Tutsis, puisqu'en effet, durant la période coloniale belge, les Tutsis avaient des postes plus importants que les Hutus. Autrement dit, les conflits et les tensions vont se multiplier pendant cette période et tous ces éléments vont conduire à la volonté de mettre en œuvre une gouvernance mondiale pour répondre à ces nouveaux défis. En effet, on parle de gouvernance mondiale notamment à travers l'action particulière de l'ONU durant ces années. En effet, cet organisme va tenter de mettre en œuvre un nouvel ordre international assurant une sécurité collective mondiale. Néanmoins, cet organisme va peu à peu montrer ses limites puisque avec la multiplication des conflits, ils vont avoir du mal à intervenir et à s'imposer, notamment face aux États-Unis. On peut évoquer une nouvelle fois le cas rwandais, puisque l'ONU a décidé de ne pas intervenir et a laissé la minorité Tutsi totalement dépourvue face à la violence Hutu. Enfin, dans les années 90, on va néanmoins relever l'utilisation de tribunaux internationaux. Ces tribunaux qui vont se multiplier montrent bien cette volonté de gouvernance mondiale, puisque ces tribunaux internationaux attestent de la volonté d'un respect des droits de l'homme à l'échelle internationale. C'est le signe de l'apparition d'une justice non plus nationale mais internationale pour régler des conflits majeurs qui vont secouer le monde durant cette période. On peut évoquer par exemple le tribunal spécial irakien qui va être mis en place en 2003 pour régler ce conflit. Cependant, il ne faut pas évoquer simplement les conflits qui se multiplient pour expliquer et comprendre cette période. Il faut également évoquer la nécessité de la mise en œuvre d'accords environnementaux, puisque plus que jamais, la question climatique va s'imposer à l'échelle internationale. En effet, dans les années 2000, les présidents des différents pays du monde vont se réunir pour signer des accords afin de réduire la production de CO2 et réduire donc l'effet de gaz à effet de serre. On peut ainsi citer le protocole de Kyoto signé en 1997 qui témoigne d'un engagement et d'une prise de conscience massive de la part des pays mondiaux face au réchauffement climatique.
Ainsi, la période qui s'ouvre après 1998 est marquée par la multiplication de conflits et de tensions extrêmement complexes dans le monde entier, terrorisme, génocide de masse, mais aussi nouveaux questionnements autour du réchauffement climatique qui poussent à des décisions environnementales majeures. Voilà, le cours est terminé pour aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu et que c'est désormais plus clair pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres sujets sur l'histoire.